Donc je suis au Salon Vivre Autrement avec Stéphane Mazui et vous vous présentez comme géobiologue. Oui. Alors donc nous on a déjà rencontré pas mal de géobiologues. Vous avez une technique à vous de géobiologie ou c'est une géobiologie classique Moi, je suis plutôt sur une approche globale de la géobiologie. Je pars du principe qu'il y a un tas d'outils qui sont à notre disposition je suis plutôt pour une approche intégrative. C'est-à-dire que je vais prendre un petit peu les techniques vers lesquelles je suis plus d'affinité et puis après je vais m'approprier l'outil pour en faire quelque chose d'adapté. Alors ce que vous appelez l'outil, alors l'outil c'est quoi? Vous avez un outil particulier? C'est la baguette de sourcier, c'est l'ordinateur. Il y a tout ça, bien sûr, ça en fait partie. Il y a bien sûr les baguettes de sourcier, les baguettes de radiesthésie, il y a le travail avec le pendule, mais aussi le travail avec des appareils plus performants par rapport aux pollutions électromagnétiques. Là, c'est autant se former sur le ressenti, c'est quelque chose d'assez facile finalement. En une journée, on peut le faire, mais se former au niveau de l'environnement, des pollutions électromagnétiques, ça demande un peu plus de temps et les outils sont complètement différents. Donc c'est une géobiologie quand même assez experte, assez sophistiquée. J'essaie d'avoir l'approche la plus globale possible. Oui. Et à partir de ce moment-là, je vais devoir aussi travailler avec le Feng Shui, je vais devoir travailler avec des appareils de mesure assez pointus. Bien sûr, le ressenti qui est le premier outil du géobiologue. Et puis je travaille aussi avec les aura spirites, comme vous allez voir ici. Ah bon, d'accord, ça aussi, alors oui. On en parlera peut-être tout à l'heure. Alors, quelle est la motivation qui amène les gens à consulter un géobiologue? Quel est le mouvement premier La première des demandes, c'est par rapport au sommeil. Ah oui, d'accord. Oui. Les gens ont vu des spécialistes pendant des fois plusieurs années, il n'y a pas d'amélioration significative. Et finalement, en travaillant un peu, on s'aperçoit que ça vient de leur environnement, et notamment l'environnement tellurique, les passages d'eau, les failles, etc. Ça peut être aussi l'orientation des meubles, non? C'est pas important? Ça n'a pas une incidence Non. pour moi. Alors après, ça c'est mon retour de l'expérience, mais ça n'a pas une incidence pour moi notoire. Les failles, les phénomènes électromagnétiques sont infiniment plus intenses. Alors vous travaillez sur place ou sur plan? Je me déplace. Ah oui, parce qu'il y a des gens qui travaillent sur plan, carrément. Il y a une première étude qui est à distance, qui permet d'avoir qui permet d'avoir une idée assez globale de ce qui se passe, assez générale. Et puis il y a vraiment un travail sur place qui permet de faire un travail beaucoup plus fin, beaucoup plus pertinent. Oui. Et qu'est-ce qui vous a orienté vers cette... comment est-ce que vous avez dit, tiens, ça doit être intéressant d'aller dans cette direction? Des rencontres? Des rencontres et puis une réflexion aussi personnelle. J'étais éducateur spécialisé pendant une vingtaine d'années, donc je travaillais dans un environnement qui n'était pas toujours très simple, qui est public difficile, et je me suis dit, mais pour moi, ça ne vient pas que du public, ça vient aussi de l'environnement. Oui. Et c'est là où j'ai commencé à faire rencontrer du monde et je me suis formé. D'accord. Et finalement, ça va créer une amélioration, forcément. Il y a, j'ai envie de dire, l'amélioration est significative dans 90% des cas. Et l'amélioration est vraiment immédiate et pérenne. Alors, comment vous arrivez à neutraliser les nuisances, alors, finalement? Il y a tout un travail de réinformation. C'est un travail de réinformation qu'on fait essentiellement en géobiologie par rapport aux perturbations telluriques, par rapport aux phénomènes un peu plus subtils, comme la mémoire des murs, la mémoire des objets, les influences. Eh oui, alors là, ça va loin, là. Oui, ça va jusque là. Les maisons habitées, hantées. Oui, il y en a aussi quelques-unes. C'est pas la majorité des cas. Dans ce qu'on appelle le folklore, les maisons hantées, ça arrive, mais moi, ça m'est arrivé une ou deux fois. C'est très rare. Bon, donc amélioration, donc finalement, alors vos outils pour supprimer, pour calmer ces énergies négatives, est-ce que c'est alors ça peut être technique, ça peut être par la parole? Il y a un travail de réinformation, c'est un travail d'attention si vous voulez. Réinformation, vous avez employé ce mot-là. Oui. Qu'est-ce qu'il veut dire dans votre langage? C'est-à-dire que c'est venir... c'est un travail de reprogrammation. Ah oui, carrément, oui, d'accord. C'est un travail de reprogrammation qui va être fait. Alors on reprogramme le lieu ou la personne? On travaille sur le lieu. Oui. On travaille sur le lieu exclusivement. On essaie d'en faire un lieu plus propice, plus favorable, plus bénéfique. L'idée, c'est de faire en sorte que c'est de venir, permettre aux habitants du lieu de pouvoir vivre sereinement.
Oui. Dans une maison, ça doit nous protéger. Ça, c'est le résultat. Voilà, ça doit nous protéger, c'est une maison, on doit nous coucouner, nous doit oui. sentir en sécurité. Oui. Et il y a plusieurs niveaux de perturbation, et ces niveaux de perturbation, mis bout à bout, c'est un effet millefeuille si vous préférez, eh bien, vont venir peuvent créer des troubles importants au niveau de la santé. Alors, est-ce que l'habitat en ville est plus problématique qu'à la campagne, par exemple? Oui. Pour moi, oui. Ou inversement? Il y a, en arrivant sur Paris, j'ai vu une quantité absolument phénoménale d'antennes relais. Par exemple, moi j'habite en Saône-et-Loire, donc c'est plus local. Oui. Donc on a les antennes relais bien sûr, mais il y en a beaucoup moins. En ville, c'est tout juste affolant. Et donc là, qu'est-ce qu'on peut rien y faire? Si, il existe différents types de protection par rapport aux antennes relais. Pour moi, tout ce que j'ai testé, c'est vraiment les plus efficaces. J'en reviens tout à l'heure, les Aura Spirit, qui vont baisser jusqu'à 90% l'intensité du signal. Alors justement, puisque vous employez cette expression Aura Spirit, c'est une expression quand même qui est assez forte, parce qu'il y a le mot aura, oui. Et puis il y a le mot spirit, oui. Esprit. Donc là, quand même, je trouve que c'est quand même assez provocateur comme formulation. Oui, ouais. En tout cas, c'est très marqué. C'est-à-dire que on est dans le spirituel. Alors là, tout l'instant, on parlait pas. Là, on bascule sur autre chose. Là. Il y a cette approche-là spirituelle. Moi, je parlerais plutôt de plan de conscience. Oui, d'accord. On peut faire ce terme-là, parce que le mouvement spirituel, il y a à boire et à manger. Je préfère parler du plan d'évolution de conscience. Oui. Alors, de conscience. On va donc faire une parenthèse. Alors, puisqu'on est au stand Aura Spirit, alors qu'est-ce que c'est alors Aura Spirit? On voit qu'ils ont des objets là. Ils ont des. C'est important ces objets dans le cadre de vous-même vous n'utilisez pas des objets de ce genre, si? Moi, je vais. Des objets de protection, des objets énergétiques. Moi, je travaille Aura Spirit dans le cadre des pollutions électromagnétiques. Ah oui, d'accord, c'est ça. Voilà. Artificiel. Oui. Et ça, c'est votre rôle au sein de cette structure. Oui, si on peut dire ça comme ça. Moi, ça fait 3 ans que je travaille avec ces procédés-là et j'ai vu des résultats absolument incroyables, absolument bluffants. Bluffant par le changement que ça a produit immédiatement. Ah oui, c'est immédiat. Alors qu'est-ce que c'est? Pouvez-nous donner un exemple, un changement qu'on doit attendre, qu'on peut attendre? Tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? La personne vit autrement, ressent autrement? Non, ça ne se passe pas à ce niveau-là. Si vous voulez, il y a une façon dont elles Aura Spirit, elles vont travailler sur 3 plans différents. Il y a le plan physique, donc on parlait des pollutions tout à l'heure, des pollutions telluriques, des pollutions électromagnétiques. Donc elles vont venir amoindrir le signal de ces pollutions-là. Oui. Ça c'est vraiment important. Elles vont travailler sur le plan, ce qu'on appelle le plan vivant, c'est-à-dire pour moi ce que j'appelle le plan vivant, c'est l'influence émotionnelle. Parce que quand je vous parlais de la mémoire des murs par exemple, ou la mémoire du lieu, eh bien il faut savoir que c'est principalement les mémoires, les émotions des gens qui ont vécu dans ce lieu-là qui vont marquer. Ça va marquer, c'est très fort. Oui. Et puis elles vont travailler aussi au niveau de l'évolution, prise de conscience. Mais quand vous disiez que quand vous parlez de résultats remarquables, vous pensiez à quoi? Les gens ressentent de manière très significative un changement, une amélioration, l'air est plus léger, les gens ont moins mal à la tête. Moi j'en place beaucoup chez les personnes qui sont électrosensibles par exemple. Ah oui. Et ça et les gens, donc 100% des cas me disent mais je respire, je peux enfin respirer. Alors donc on va récapituler. Alors finalement qu'est-ce qu'on fait pour obtenir ce résultat? Qu'est-ce qu'on aura fait? Alors, dans le travail en géobiologie, on va travailler sur différents plans, je vous l'expliquais tout à l'heure. C'est venir repérer, nettoyer, on va dire ça comme ça, toutes ces perturbations, toutes ces pollutions. Et c'est le résultat final qui va permettre ce qu'on appelle le rééquilibrage, l'harmonisation du lieu. Donc, vous faites un diagnostic, vous détectez un certain nombre de points noirs. Tout à fait, oui, on va dire ça comme ça. Vous faites un listing de tous les points noirs et vous allez voir comment vous allez intervenir. Tout à fait. Et comment vous repérez ces points difficiles? On travaille avec des planches, on appelle ça des abacs en géobiologie. Est-ce que vous travaillez avec un pendule alors? Oui, c'est ça. Le premier travail, c'est au niveau radiostésique. Oui, voilà, c'est ça. Bien sûr. Oui. Absolument. Ça c'est la première étape, l'étape obligatoire. C'est comme ça qu'on va pouvoir passer. Il y a une sorte de checklist par exemple. C'est exactement ça. Et là encore, ça permet d'avoir une idée globale. Ah oui, bien sûr. C'est exactement la même chose que si vous avez un GPS et qui vous donne une direction, et alors que vous êtes sur le lieu, eh bien vous allez voir que c'est un petit peu différent, c'est un peu plus précis. Oui, d'accord, oui. Pour vous donner une idée. Et donc il faut être un bon radiesthésiste, il faut être fiable. Il faut que le pendule soit
correspondent alors le pendule, alors est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, bien qu'on en ait déjà parlé par ailleurs dans d'autres cas, comment vous pensez-vous la radiesthésie? Comment ça fonctionne la radiesthésie? Qu'est-ce qui permet que ça fonctionne? Alors, il y a la radiesthésie au niveau des baguettes, par exemple, ça a été démontré par Yves Rocard. Yves Rocard, dans les années 60, qui était un scientifique et qui, un de ses voisins, je crois que c'est du sport, c'est un de ses voisins, était sourcier. Donc il a voulu, en tant que scientifique, une esprit de curiosité, de comprendre comment ça fonctionnait sans a priori. Et s'est aperçu qu'en fait, l'information que le corps reçoit va modifier le tonus musculaire. Et donc c'est la modification de ce tonus musculaire qui va faire en sorte que le pendule va réagir ou que les baguettes vont réagir. Ouais. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Non. Donc le pendule, il capte des informations. Il amplifie, en fait c'est un amplificateur d'informations. C'est-à-dire qu'il capte ce que vous avez capté quelque part. En fait c'est ça, il nous restitue. Donc c'est vous le premier instrument. Absolument. Et lui il traduit votre ressenti. C'est exactement ça. C'est ça. Ouais. Donc c'est vous votre corps, votre psychisme qui travaille, qui inspecte, qui... Le corps. On est vraiment au niveau émotionnel, on est vraiment au niveau musculaire. On est vraiment au niveau musculaire. Ouais. C'est intéressant. Donc c'est mon corps qui va me permettre de faire un bon travail de perception, de scanning. C'est exactement ça. Je forme aussi les gens à la géobiologie professionnelle et la première chose que j'apprends, c'est aux gens à ressentir une perturbation avec leur corps. Qu'est-ce qui se passe au niveau physiologique, au niveau musculaire, qu'est-ce qui se passe, comment on se sent, où est-ce que ça travaille. Voilà, donc quand vous êtes dans un lieu, vous avez des vibrations, vous avez des sensations comme ça, oui. Et elles vont vous allez les faire se traduire sur le plan des abacs, c'est ça? Absolument. C'est ça. Tout à fait. Mais donc, ça peut. Est-ce que ça existe, par exemple, de vous, d'avoir une pratique de vie intéressante au niveau du yoga, au niveau de la méditation, pour avoir un corps aussi réceptif, aussi. De vie. Oui, c'est ça. Après, c'est un choix. Moi, personnellement, je mange plus de viande, je bois plus du tout de vin. Oui. J'ai fait vraiment un changement de vie radical. Et il ne s'agit pas d'avoir une vie ascétique, c'est pas le propos. Non. Mais en tout cas, être extrêmement vigilant par rapport à la nourriture, par rapport à tas de choses, pour pouvoir ressentir de manière beaucoup plus puissante les informations que ça. Et puis parce que votre corps, c'est quand même votre outil de travail. En plus. Donc il faut quand même le ménager. Absolument. Il faut en prendre soin. Oui, parce que finalement, c'est comme un écrivain. Enfin, il y a des gens comme ça, ils savent que c'est de leur mode de fonctionnement intérieur que dépend leur activité professionnelle. Alors, est-ce que vous avez des rencontres avec d'autres géobiologistes? Est-ce qu'il y a des colloques? Est-ce qu'il y a des réunions, des discussions, des débats Bien sûr. Moi, je fais partie de la Fédération française de géobiologie. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, on a une centaine de géobiologues en France au niveau de la fédération. D'autres écoles pratiques. Et on se réunit 2 jours par an. Pour faire quoi? Pour discuter de quoi? Le champ de pratique. Le champ de pratique, c'est pour se tenir aussi informé par rapport à la géobiologie, comme toute discipline évolue. Oui. C'est pas quelque chose de figé dans les années 50, non. Ah oui. c'est quelque chose qui évolue. Alors justement, à propos de cela, Monsieur Mazui, quelles sont les évolutions qu'aurait connu la géobiologie au cours des 30 dernières années, par exemple? Le cas très concret des pollutions électromagnétiques par rapport à l'évolution des technologies, le Wi-Fi, la 4G, l'écouteur phonique, etc. C'est-à-dire que c'est des nouvelles pollutions, par exemple. D'un côté, il y a des nouvelles pollutions, mais de l'autre côté, il y a des instruments qui permettent peut-être mieux d'intervenir ou de détecter. Beaucoup plus précis, qui nécessitent un peu de pratique quand même, un peu de connaissance, mais qui vont donner un diagnostic extrêmement précis par rapport à cet environnement. Est-ce que vous utilisez des ordinateurs, par exemple, à un niveau ou un autre? Moi, je travaille avec l'ordinateur par rapport à mes comptes rendus. Oui, c'est ça, mais pas vraiment. Parce qu'aujourd'hui, les ordinateurs jouent certains rôles pour... on n'a pas encore de radiesthésie qui passe par le... Par exemple, on n'a pas remplacé le pendule, finalement. Non, on peut pas remplacer par d'autres types de perceptions électroniques. Non, par rapport à ça, c'est-à-dire que quand je demande est-ce que mes clients m'envoient un plan de leur maison, oui. Moi on a besoin de l'adresse et puis ça se fait par mail. Donc il y a bien l'ordinateur comme support. Mais alors là, il y a quand même un mystère parce que autant quand vous êtes dans un lieu, on peut comprendre que vous captiez le lieu. Oui. Mais quand il s'agit d'un plan, là, là carrément, c'est pas vous qui captez.
Si, quand même. C'est l'option, on se connecte au lieu. Vous connectez avec ce lieu Je suis aussi coupeur de feu. Oui. Coupeur de feu. Quand les gens me contactent, les gens ne viennent pas à Chalon-sur-Saône ou à côté, là où j'habite pour me voir. Ah oui, heureusement d'ailleurs. C'est un peu compliqué. J'ai régulièrement, moi je travaille avec des hôpitaux. Oui. Donc là, l'explication est un peu différente. C'est pas vous qui êtes. Oui, c'est ça, mais vous ressentez pas immédiatement le lieu où vous vous trouvez. C'est la même chose. C'est pareil. C'est la même chose. Ah d'accord. Voilà, pour moi, c'est pas. Après, c'est mon approche à moi. C'est comme ça que je l'interprète. Pour moi, c'est exactement la même chose. Moi, je suis coupeur de feu. J'ai besoin du nom, du prénom de la personne. La date de naissance, c'est l'endroit de la brûlure. Ah, vous avez quand même des éléments sur la personne. J'ai besoin d'avoir des éléments sur la personne. C'est beaucoup plus efficace. Parce que la personne aussi, il faut se brancher non seulement sur le lieu, mais sur la personne. Alors, je me branche d'abord. Alors, pour revenir à la géologie, je me branche sur le lieu, avec l'adresse. Oui. L'adresse. Ah oui. L'adresse exacte. Le nom et prénom des habitants. Oui. Ça permet déjà d'avoir savoir comprendre un peu ce qui se passe. Les plans. Et puis une fois qu'il y a ça, il y a un premier travail qui est fait. Ce premier travail, je vous dis, permet d'avoir une information globale, de comprendre ce qui se passe. Après, il y a un travail sur site qui va permettre une analyse plus précise, bien sûr, et puis surtout un rééquilibrage, un nettoyage, peu importe le terme qu'on lui donne. Alors, est-ce que certains lieux sont favorables à certaines personnes et pas à d'autres personnes? Est-ce que par exemple une maison qui pourrait très bien convenir à une personne ne conviendrait pas à une autre personne, ou inversement? Oui, c'est possible. Donc il y a quand même aussi l'équation de la personne. C'est indispensable. Oui, c'est ça. C'est indispensable. Donc c'est pas simplement la réalité objective du lieu, c'est aussi l'interaction. Bien sûr, de toute façon, tout est lié si vous voulez. Il y a des personnes qui vont arriver dans un lieu qui vont se sentir bien, même si le lieu énergétiquement n'est pas terrible. Et d'autres personnes, au contraire, qui vont être dans un lieu tout à fait sain et qui ne vont pas se sentir bien. Oui. Donc c'est un travail, c'est ce que je dis, c'est la corrélation, c'est la mise en lien. Oui. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce que le lieu va nous faire vivre? Qu'est-ce qui va nous faire jouer et vous répéter comme scénario? Mais ça veut dire aussi qu'éventuellement, il faut changer non seulement le lieu, mais la personne. Non, après c'est un travail de rééquilibrage. Vous n'intervenez pas sur la personne elle-même. On pourrait imaginer. Certains le font, moi je sais ah oui, d'accord. C'est pas mon domaine. D'accord. Mais ça peut se concevoir dans une certaine logique. Certains le font. Mais bon, après, j'ai envie de dire, je suis biologue, je suis pas psy, je suis pas... Mais alors qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'il y a une certaine image de la géobiologie ou du feng shui qui implique par exemple de mettre certains... Est-ce qu'il y a moi je sais pas, je discutais avec d'autres personnes, il y a des objets ou carrément des dispositifs qu'on peut installer chez soi. Oui, moi je suis prudent avec ça, parce que ça ne correspond pas toujours non seulement à l'état de conscience des gens, ça ne correspond pas forcément à leur état émotionnel. Vous avez, certains vont travailler des ondes de forme, des on appelle ça, c'est un terme un peu gonflant, mais des polyhydra-harmonisateurs. Voilà. Sauf que moi je les fais enlever, on n'a pas besoin. Ah, vous les faites enlever carrément quand ils y sont. Ah oui, quand ils sont là, vous les faites enlever. Parce que quelqu'un a pu passer par un géobiologiste avant vous et ça ne donne pas de résultat. Ça a été vrai à un moment donné, sauf que les gens ont évolué, ah oui. Sauf que l'objet a été déplacé, par exemple, ah oui. Donc il n'y a plus ça n'a plus de sens. Et on va sur un effet, pour moi, un effet secondaire qui n'est pas forcément adapté. D'accord. On n'a pas besoin de ça. Il faut reconfigurer un peu tout ça. Moi je reconfigure de manière la plus simple possible. Le travail D'accord. l'information pour moi est largement suffisant. Alors d'autres ne seront pas d'accord avec moi, peu importe, mais l'idée c'est que les gens n'aient pas besoin d'outils. Mis à part dans des cas précis. Oui. On est bien d'accord par rapport à cette pollution. Oui, c'est bien l'idée de ne pas d'outils. C'est quand même écologiquement ça se conçoit. Voilà. Et oui. Alors, sauf dans le cas où vous avez une antenne relais, vous avez du wifi, vous ne savez pas quoi faire, etc. Donc là, on est sur des solutions tellement nocives, tellement excessives, qu'on va devoir trouver une solution. Oui. Mais dans la majorité des cas, pour rééquilibrer des phénomènes de faille, des phénomènes de passage d'eau, des phénomènes de mémoire des murs, on n'a pas besoin de quoi que ce soit. Non. Mais ça veut dire que le géobiologue doit donner de lui-même. Ça passe par lui, il faut qu'il ait une puissance d'intervention, il faut qu'il ait un potentiel. Oui, un potentiel. Un potentiel, et puis c'est surtout beaucoup de pratique. Oui, parce que ça, justement, qu'est-ce que ça ajoute
cette importance de la pratique, quand on a une grande expérience, ça permet de résoudre des problèmes qu'on n'aurait pas résolus si on débarquait dans cette profession. Ça permet de rester concentré sur son travail, de ne pas se laisser parasiter par l'environnement, de ne pas se laisser déstabiliser par les informations qu'on va avoir. Et puis ça permet de intervenir dans n'importe quel cas de figure. Moi j'interviens aussi bien dans les entreprises que dans les particuliers. De plus en plus d'entreprises qui sont réceptives à bien fonder au bienfait de la géobiologie et vont faire appel à mes services pour des situations un peu épineuses. Alors pour terminer, alors vous avez évoqué le Feng Shui. Oui. Est-ce que tout ce qui est un rapport avec la Chine, les traditions chinoises, les éléments, tout ça, vous y connaissez aussi sur ce sujet Au Feng Shui, absolument. Oui. Alors, c'est une approche qui est très complémentaire de la géobiologie. Ah oui. La géobiologie va travailler sur ce qui ne se voit pas. Ouais. Le Feng Shui travaille sur ce qui se voit. Ah. C'est deux approches très différentes. Ce qui se voit, c'est-à-dire? On va travailler sur les couleurs, on va travailler sur l'environnement, on va travailler sur la disposition. Ah oui, oui, sur la décoration, etc. Oui. Et ça, c'est pas la géobiologie. Non, ça, c'est vraiment le Feng Shui. Oui. Et là, il y a une sagesse, il y a une science traditionnelle, ancestrale. Qui date de, je sais pas, oui. Je ne vais pas dire de bêtises, mais qui est plusieurs fois millénaire. Oui. Comme la géobiologie, hein, qui est plusieurs fois millénaire. Et alors, un autre sujet, bon, enfin, ça n'a peut-être pas un rapport avec ce que vous faites, la cyclologie, enfin, les saisons, les cycles, il y a des périodes, je ne sais pas, est-ce qu'il y a la problématique du temps Certains collègues vont tenir compte de ces phénomènes-là. Oui. Bien sûr, oui, pour intervenir peut-être à certaines dates clés. Moi, je ne pratique pas ça. Parce qu'on peut imaginer effectivement que le lieu soit mieux vécu en hiver qu'en été, ou je sais pas. Oui, bien sûr, oui. Ah, bon. Et puis en fonction des saisons, en fonction effectivement des aliments de la Lune. Oui, c'est ça, oui, par exemple. Moi, je fais pas. Certains le font, moi je oui, fais pas. Oui. Parce qu'il y a une demande, parfois qui demande, c'est pas une urgence, mais il faut intervenir rapidement. Donc je ne vais pas dire à mes clients, je vais attendre l'équinoxe de printemps. Ah bah oui, bah oui. Enfin, pour moi, c'est pas cohérent. Oui, oui, d'accord. Pour moi, c'est pas cohérent. Oui, c'est vrai qu'il y a... Et là encore, ça c'est une question de... Oui, oui, non, mais ça, effectivement. Mais écoutez, merci beaucoup, merci Masui.